Et c'est de ça qu'on va parler, justement. Ça, c'est le contrat des coalitions. 177 pages qui ont été négociées les derniers 2 mois entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux allemands. C'est pour la première fois qu'il y a 3 partis vraiment différents qui ont essayé de former ce gouvernement. Ça, on attend dans 2 semaines et je suis vraiment heureux et ravi. On peut en discuter ce matin avec Sven Giegold, qui était lui-même, il est député européen et chef du groupe des députés verts au Parlement européen, et il était dans le groupe principal des négociations. Donc, on est vraiment très, très content qu'il peut nous éclairer sur ce contrat. Et aussi, on a David Cormand, qui est aussi un député européen et chef, justement, président du groupe des députés européens verts, Parlement européen, et qui pourrait nous dire un petit peu comment il voit ce contrat de coalition par la France, avec une perspective française. Bien sûr, 2 perspectives sont plutôt vertes, mais c'est l'idée aussi, parce que nous, on a quand même une fondation qui est proche des Verts allemands, et je suis très ravi que aussi l'échange maintenant va être modéré par Romy Strasbourg. Et donc, maintenant, je te laisse la parole, Romy. Merci Jens. Guten Morgen, bonjour, bonjour. C'est avec grand plaisir que je participe et j'anime cette discussion en ligne, effectivement, que vous avez organisée vraiment, je dirais pas en urgence, mais très rapidement pour réagir à l'actualité allemande, qui n'est pas uniquement une actualité allemande, mais qui est carrément avec une dimension européenne, internationale. Je pense que beaucoup de gens ont dernièrement regardé vers Berlin, où se trouve Sven Giegold. En effet, j'espère pas trop fatigué par rapport à ce qu'il a vécu ces derniers 2 mois. Et effectivement, David Cormand, qui a regardé tous ces événements depuis la France. Les deux se connaissent très, très bien et vont nous éclaircir sur les défis de ce prochain gouvernement, mais aussi de ces résultats de ce contrat qu'on a maintenant devant nous. Et Jens l'avait mentionné, 177 pages, et on a vu déjà des négociations plus longues. C'est-à-dire on sentait quand même qu'il y avait une pression. Et pourtant, pour mon métier de journaliste, il faut dire que ce n'était pas évident parce que tout s'est passé derrière des portes fermées. On va revenir, mais je vous rappelle d'abord que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et on essaie de les intégrer aussi au fur et à mesure pendant le débat, probablement un peu avec des blocs aussi thématiques qu'on va travailler. Mais Sven, vous qui avez participé activement aux négociations, est-ce que cette atmosphère de vase clos, huis clos, qui nous, en tant que journalistes, effectivement, nous a dérangés parce qu'on ne pouvait pas dire grand-chose, est-ce que ça a aidé et est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur l'atmosphère de ces négociations? En fait, cette méthode de négociation était nécessaire. C'était une période courte et il y a une règle en général. On ne parle pas sur l'atmosphère, sur toutes ces questions, même pas maintenant. Pardon, Madame la journaliste, je ne peux pas vous aider là-dessus. Parce que la dernière fois, on a eu les négociations chrétiens, démocrates, libéraux, verts, qui s'appelle Jamaïca, il y a 4 ans, et c'était une catastrophe, des négociations au public, toutes les questions de personnalité, les conflits de fond dans la presse allemande. Et c'est pourquoi on a dit, cette fois, on va éviter cette version de négociation. C'est pourquoi on continue comme ça, c'est-à-dire il y a maintenant un gouvernement allemand. Évidemment, il y a des compromis, mais il y a aussi des idées très clairement vertes, il y a des idées social-démocrates, des idées libérales. Et maintenant, il faut agir et pas parler sur l'atmosphère. Et
mais en général, on peut dire, évidemment, c'est très connu que les visions de fond entre les libéraux allemands et les verts allemands sont assez différents. David connaît très bien les différences entre les Allemands dans le Parlement européen, et ce n'est pas autrement en Allemagne, mais à cause de notre système électoral, on a la capacité et la nécessité de gouverner ensemble. C'est quelque chose qui est très difficile en France entre des partis de gauche et de droite. Mais en Allemagne, on a appris qu'il est possible entre les démocrates de coopérer pour éviter toute prise de pouvoir, notamment de l'extrême droite. On va revenir effectivement sur les différents points thématiques qui sont dans le contrat et les politiques, les points, les positions que vous avez pu négocier effectivement pour votre parti. Mais je pose la question à David parce que lui, il peut peut-être en parler. Parce que quand je dis style, communication, on avait entendu que cette coalition compte aussi créer une nouvelle, on va dire presque culture démocratique, culture de communication, et ça peut, même si vous dites que c'est peut-être plutôt quelque chose de la forme, mais ça peut être un signal aussi de changement, de renouvellement. David, qu'est-ce qu'il est votre impression sur effectivement ce qui s'est passé depuis ces derniers 2 mois? Qu'est-ce que ça donnait comme impression justement à vous et peut-être aussi au gouvernement français sur cette nouvelle culture politique en Allemagne qui pourrait peut-être s'installer? Bonjour d'abord à tout le monde. Merci beaucoup à la Fondation et pour Heinrich Böll pour l'organisation de ce petit briefing. C'est effectivement un moment politique passionnant, alors encore plus en Allemagne qu'en France, mais même pour nous Français, c'est la fin d'un cycle politique important pour l'Allemagne, avec le départ d'Angela Merkel, qui est une femme d'État absolument majeure de l'Europe des 20 dernières années. Et donc, il y a forcément un cycle politique nouveau qui s'ouvre, un renouvellement politique qui s'ouvre en Allemagne et qui doit s'inscrire aussi avec une nouvelle énergie, une nouvelle vision politique pour les temps qui viennent. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là que les Verts allemands ont voulu prendre toute la place qu'avait pu leur accorder le vote des électrices et des électeurs. Je voulais un petit peu nuancer le côté discussion en Allemagne derrière les portes closes. Parce que quand on est français, on trouve que ces discussions sont très transparentes. En France, vous élisez le président de la République, derrière, il décide de tout seul pendant 5 ans. Il n'y a pas, c'est pas des portes closes, c'est des murs, c'est des murailles. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Là, je peux comprendre qu'il y a toujours une frustration parce qu'on voudrait en savoir plus, comment ça se passe, tout ça, mais malgré tout, même de France, on avait quand même des échos sur quoi les discussions portaient, sur le fond, quels étaient les désaccords, qu'est-ce qu'essayaient d'obtenir les uns et les autres. Et je trouve que c'est un exercice démocratique extrêmement mature. Parce que malgré tout, les Allemandes et les Allemands qui ont voté, ils vont avoir une traduction de leur vote dans une coalition, ils vont comprendre ce sur quoi se sont mis d'accord les partis qui vont gérer cette coalition avec le document que montrait Jens tout à l'heure, qui lui est complètement transparent. Et ça, c'est plus qu'un programme politique. Nous, en France, il y a le programme politique, on vote, et après, le programme politique, il engage que ceux qui y croyaient quand ils l'avaient lu. C'est très rare. Là, c'est plus qu'un programme politique, c'est un accord de coalition qui est une feuille de route publiée. Donc, quand même, je voulais dire, ça me paraît plus mature démocratiquement comme exercice que ce qu'on connaît en France. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous rappeler ce qui en était vos attentes envers ce contrat? Il y avait d'abord... Il y avait un sujet qui est sur la question macroéconomique, parce qu'il y a des différences de culture au-delà des partis politiques, des couleurs des partis politiques. Et entre l'Allemagne et la France, et au-delà entre une culture budgétaire allemande, pays du Nord, je caricature un peu, et une autre culture budgétaire plus latine. Bon, voilà. Et dans la période de crise dans laquelle on est, et par rapport aux défis de transition, il y a une question sur comment on arrive à marier ces deux cultures,
qui est d'un côté attention au déficit, attention à la dette, etc., et d'autres qui disent ouais d'accord, mais enfin il faut quand même qu'on fasse des choses, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment, et c'est lié d'ailleurs, c'est la question de l'ambition en matière de transition écologique et énergétique des politiques sur lesquelles ils vont se mettre d'accord. Sur le premier point, c'est plutôt pas mal, compte tenu du fait qu'il y a les libéraux dans la coalition, qui sont très attentifs à ce que, surtout, non seulement ils ne veulent pas de dette du tout, mais en plus, ils ne veulent pas non plus de l'impôt pour les riches. Donc après, on se demande où trouver l'argent quand même pour faire la transition. Et là-dessus, d'abord, il y a ce qu'on appelle le wording, une formulation dans l'accord qui laisse la porte ouverte à des rediscussions, y compris au niveau européen, de certains aspects des traités sur la gouvernance, mais aussi sur ces sujets. Donc ça, c'est plutôt positif. Et deux, mais peut-être sans doute Sven le détaillera, il y a un dispositif qui a été mis en place pour, sans faire de dette, sans financer quand même la transition. Donc ça, sur ces deux points, évidemment, sur l'aspect, on persiste, on continue sur la sortie du nucléaire, ça c'est acté. On accélère sur la sortie du charbon, c'est acté. Sur la feuille de route très précise, énergie renouvelable, éolien offshore, éolien sur la transition, y compris par rapport au gaz, pour faire qu'on passe d'un gaz naturel à un gaz issu de la méthanisation. Tout ça est très précis, très clair, et donc ça, c'est très positif. On n'entend plus. Je pense qu'on va faire un vrai bloc climat, transition écologique tout à l'heure, mais je reviens sur le premier point, c'est-à-dire la stabilité, tout ce côté financier, vous l'avez dit, le ministre de Finances, du coup, sera dans les mains des libéraux et ça fait pas mal réagir aussi ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, parce qu'on a déjà 2-3 questions qui concernent effectivement la question du pacte de stabilité et de croissance. David, vous venez de dire que les portes sont ouvertes. Sven Giegold, est-ce que vous le ressentez aussi que là, il y a encore une marge de manœuvre par rapport à notre rôle, on va dire, sur le portefeuille en Europe? D'abord, je félicite David en tant que porte-parole des Verts allemands. Tu as très bien lu le contrat et très bien. Et c'est exactement notre esprit au Parlement européen d'être un groupe uni. Et si on voit notre résultat des votes, par exemple, nous sommes plus ou moins à 100% unis dans notre délégation. Mais je rigole, hein? David, je ne trouve pas vraiment rigolo. Mais sur les fonds, d'abord, l'analyse des experts européens et aussi de notre parti et des responsables européens là-dessus, sur la politique européenne, c'était en fait qu'il n'y a pas eu une vraie politique européenne de gouvernement Merkel avec des visions. Il y a eu un management des crises et pour gérer la crise de Covid, il y a eu aussi une volonté de partager plus, d'investir plus, mais en général, il n'y a pas eu une vision de construire une Europe qui est capable d'agir plus ensemble, d'investir plus, de construire une vision sociale, mais plutôt une logique. L'Europe, c'est un espace intergouvernemental où les gouvernements nationaux essayent de coopérer autour des problèmes. Notre volonté, c'était de rendre fin avec cette politique européenne de gouvernement allemand, et on a réussi dans la partie européenne de promettre un nouvel souffle pour une politique active de l'Allemagne qui va essayer de
élargir la capacité de l'Europe d'agir, de prendre des décisions à majorité dans la politique, dans tous les domaines de la politique européenne. C'est-à-dire, l'Allemagne maintenant répond aux idées Macron pendant la campagne électorale. Malheureusement, on n'a pas eu une vraie volonté du gouvernement français de réaliser ce qui était promis pendant la campagne électorale. Et il n'y a pas eu une position active pour une réforme des institutions européennes. Et c'est aussi vrai que le gouvernement allemand n'a pas répondu non plus. Cet gouvernement allemand a répondu et aussi dans le domaine fiscal. Et c'était un débat dans les négociations où j'étais très actif. Et il y a plusieurs éléments. D'abord, comme David a dit, il y a une ouverture de réformer le pacte de stabilité et de croissance. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une position du gouvernement allemand, il ne faut pas réformer. Il faut simplement appliquer le pacte. Maintenant, il y a un signal de réformer le pacte aussi vers les investissements. C'est-à-dire, soyons très clairs, modifier le contrat. C'est un point que Lucie et Tonneau qui nous écoutent demandent, c'est-à-dire modifier les traités. Non, non, parce que le pacte, il y a des règles de base dans le traité et il y a des règles de détail. Il n'y a pas eu une position très précise comment on veut faire. C'est aussi pas nécessaire parce qu'il faut trouver des compromis. Il n'y a pas notre méthode de débattre, par exemple, avec notre partenaire principal en Europe, c'est la France, vers les contrats de gouvernement. Mais le signal est clair, la porte est ouverte et la porte était fermée auparavant. Deuxièmement, sur l'union bancaire. On sait très bien que le gouvernement allemand, il y a 10 ans, bloque la troisième étape de l'union bancaire, notamment autour du système de garantie pour le dépôt. Maintenant, il y a un signal clair, nous sommes prêts de prendre cette nouvelle étape pour l'union bancaire. Troisième point, et c'était vraiment un débat pas facile, mais on a réussi là-dessus. Avec le paquet budgétaire de Corona de l'Union européenne, il y a eu ce fameux paquet Corona lié au budget européen. C'est-à-dire, le paquet finance dans tous les États membres des mesures nationales. En même temps, le budget européen était coupé et David était dans ces négociations, était coupé dans les grands projets de l'avenir. Maintenant, le nouvel gouvernement allemand dit qu'il faut investir dans des infrastructures européennes, dans l'énergie, digitale, le chemin de fer et plusieurs d'autres, la recherche de haut niveau. Et pour ça, le nouveau gouvernement va prendre une initiative vers nos partenaires de financer ensemble ces grands projets de biens communs européens dans l'infrastructure. Et c'est un signal inconnu du gouvernement allemand et j'espère qu'on va recevoir de réponses chaleureuses vers ces trois ouvertures
dans la politique fiscale européenne. David, justement, Sven nous parle des signaux, plusieurs signaux envers l'Europe, du coup aussi envers la France. Est-ce que vous pensez que les signaux sont suffisamment clairs et qu'il y aura une réponse et que ça va faire vraiment avancer, du coup, l'Europe? Le dernier point qu'évoquait Sven, je voudrais rebondir dessus, sans être trop technique, quand il y a eu le plan de relance européen, dans le paquet dont parlait Sven, il y a ce qu'on a appelé, pardon des mots barbares, un accord interinstitutionnel juridiquement contraignant. Qu'y avait-il dans cet accord interinstitutionnel, Parlement, Conseil, c'est-à-dire les États et la Commission, le gouvernement européen? C'était que ce plan de relance de 750 milliards d'euros, il devait être financé par des nouvelles ressources propres européennes, c'est-à-dire des nouvelles impôts à échelon européen. Pas de panique, de quoi on parle quand on parle de ces impôts-là? Ce n'est pas des impôts sur les ménages, sur les gens là, c'est des impôts sur ceux qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts. C'est le carbone aux frontières, c'est les transactions financières, c'est les GAFAM, c'est la taxe plastique, etc., etc., etc. Ça, c'est des impôts qu'en général, les libéraux n'aiment pas trop. Mais dans l'accord institutionnel, ça y est. Et qu'est-ce qui est écrit dans l'accord qui lie le gouvernement allemand? C'est que l'Allemagne poussera pour appliquer cet accord interinstitutionnel. Ce qui signifie que l'Allemagne va clairement peser, et elle compte au niveau du Conseil, pour qu'on ait ces fiscalités justes qui financent le plan de relance. Et une fois que ces fiscalités existeront, elles resteront et elles financeront la transition écologique, etc., etc. Donc ça, c'est un point, c'est pour répondre un peu à la question de Marion Gaillard, sur comment on fait pour l'histoire donc quel aspect pacte, stabilité, de croissance, c'est n'y répondu. Et sur la question des impôts européens, ça, c'est pour moi une victoire quand même des Verts, parce que c'est les Verts au niveau européen aussi qui ont pesé pour avoir cette nouvelle fiscalité juste européenne, pour pas que ce soit les citoyens qui payent uniquement avec l'essence dans leur voiture ou la TVA ou que sais-je. Donc ça, c'est quand même un aspect important. Et pour reprendre Lucie Etonneau qui citait, c'était pas une question, qui citait un passage de l'accord, ça c'est important aussi, parce que ça revient quand même à bousculer les traités tels qu'ils sont. De ce que j'ai compris de l'accord gouvernemental allemand, il y a une ouverture pour modifier les règles de prise de décision démocratique au niveau européen en, d'une certaine façon, arrêtant avec l'unanimité du Conseil. Et donc ça, c'est une avancée, c'est un pas fédéraliste qui va aider, parce que le fait que l'Allemagne pousse là-dessus, et ça met au défi, y compris la France, parce qu'Emmanuel Macron, qui se présente comme le plus pro-européen des chefs d'État européens, le plus fédéraliste de tous les Européens, c'est pas tellement ce qu'il donne à voir dans les actes, hein, où il est très à cheval sur ce qu'il considère être les intérêts franco-français, en vérité. Bon. Mais là, il n'avait pas d'interlocuteur avant pour être mis au défi. Là, il va devoir donner des gages, et ça tombe bien, il y a la présidence française de l'Union européenne qui commence en janvier. Et donc, on va voir là s'il y a une volonté réelle de modifier le fonctionnement démocratique européen pour qu'il soit plus fédéraliste, s'il y a une volonté de pousser pour ces nouvelles ressources propres qui sont de la fiscalité juste, pour que ce ne soit pas une baisse du budget européen qui finance le plan de relance, etc., etc. Donc, il y a une to-do list des choses maintenant qu'il faut pousser où la France n'aura plus d'excuses pour dire « Ah oui, mais je n'avais pas de partenaire ». Là, il y en a un. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On reste encore une dernière petite minute sur la question finance, plan de relance, etc. Parce que oui, on regarde aussi attentivement les personnages qui vont venir au sommet, qui vont venir à Bruxelles, à Paris, négocier. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, Sven Giegold, du ministère. De finances notamment. Et là, c'est Christian Lindner qui fait, je pense, un peu peur à certains Européens. Et donc, en même temps, voilà, je pense que les Verts, ils avaient aussi un peu d'ambition pour ce ministère. Est-ce que ça changera beaucoup? Qui est le représentant, du coup, de ce nouveau gouvernement sur ces questions-là, les questions financières?
Oui, évidemment, c'était une défaite majeure. Il faut pas, il faut l'admettre. Mais évidemment, il est difficile de négocier avec deux priorités, avec quelqu'un qui a une priorité. Et pour nous, évidemment, dans cette coalition, aussi le dossier l'énergie, climat était principal. Et voilà, mais c'est vrai qu'il faut maintenant espérer que le gouvernement allemand, il y a un gouvernement allemand et pas trois. Et c'est pourquoi on a aussi dans le contrat une coordination renforcée de politique européenne, parce que dans la grande coalition, il y a eu des blocages entre les deux partis pour une période très longue, qui a eu comme conséquence une Allemagne faible au niveau européen et une Allemagne sans ambition. C'est pourquoi on a négocié cette coordination européenne renforcée dans le gouvernement allemand. Et évidemment, on va essayer d'utiliser cette coordination pour assurer que la totalité du contrat est respectée, mais aussi les libéraux reçoivent par cet outil la possibilité, et les social-démocrates en même temps, de vérifier le même confiance vers nous. Justement, pour les oreilles françaises, ça peut sonner un peu bizarre, cette histoire de trois partis différents, même si vous avez bien rappelé au début que c'est des partis démocratiques du centre et que cette coalition sert aussi de prouver qu'on peut se passer des extrêmes et former ce gouvernement. Mais David, en contrat à trois, ça serait presque mettre La République en marche et les Verts en France ensemble, et quelque chose qui nous semble un peu impensable. Qu'est-ce que ça évoque chez un homme politique français européen? Vous avez complètement raison, c'est l'anomalie démocratique française. Non pas de ne pas mettre Macron ou les macronistes au pouvoir, hein, mais d'avoir un modèle démocratique où il n'y a pas de culture de coalition en France. Il y a une culture où on élit un camp politique via son candidat ou sa candidate, c'est toujours un candidat, son candidat à la présidentielle, et derrière, il n'y a pas de coalition. Il y a automatiquement quasiment une majorité parlementaire qui soutient ce président et le gouvernement, et quand vous êtes député de la majorité, vous obéissez au gouvernement et au président de la République, point. Et quand vous êtes dans l'opposition, vous râlez parce que ça ne va pas, point. Il n'y a pas de culture de coalition. Et y compris en France, et nous, on est payé pour le savoir, les Verts, quand on a construit, entre guillemets, des contrats de majorité à l'époque avec le Parti socialiste, avant les élections législatives ou présidentielles, on se rendait compte que derrière, il n'y avait aucun respect de ces accords, parce que, de toute façon, le parti dominant avait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça, moi, quand je vois ça, donc, il faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, plaquer la culture de coalition allemande en France, parce que ça n'aurait pas de sens. Parce que si on était les Verts dans une coalition gauche avec de la République en marche en France, ça ne serait sans doute pas Macron le président de la République, et surtout, il ne serait pas majoritaire tout seul. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce qui s'est passé au Parlement européen sur le plan de relance européen. Quand il y a eu l'idée de Macron et Merkel de dire on fait un plan de relance suite au Covid, ils ont dit 750 milliards. Bon. C'est arrivé au Parlement et le Parlement européen a dû donner un avis. Qu'est-ce qu'il a dit le Parlement européen et qu'est-ce qu'il a voté à une majorité de 75%, qui allait du PPE, c'est-à-dire la droite, les Républicains en France, jusqu'à la GUE, la France insoumise en France, en passant par les socialistes, les macronistes, les Verts. À 75%, ils ont voté, on a voté, un plan de relance de 2000 milliards, pas 750, 2000 milliards, financé par des nouvelles ressources propres dont je parlais tout à l'heure,
dont la taxe sur les transactions financières, etc., etc., etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a des différences entre ces partis-là. Et pourtant, quand il y a une culture, non pas où on obéit au président ou au gouvernement sans réfléchir, vous trouvez des majorités d'idées hétéroclites sur les partis d'origine, mais qui sont beaucoup plus ambitieuses que ce qu'ont fait les États, par exemple, avec le plan de relance de 750 millions. Donc, en fait, en France, s'il y avait la proportionnelle intégrale, si on votait d'abord pour des, comme en Allemagne, comme dans tous les pays européens, à part la Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Union européenne, et la France, c'est la proportionnelle partout. On voterait comme ça, oui, il y aurait des coalitions, peut-être avec En Marche, peut-être pas, ça dépendrait des résultats, ou ce qui est évidemment complètement exotique. Aujourd'hui, quand on connaît la politique française, on n'arrive pas à imaginer que ça soit possible. Pourtant, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays démocratiques occidentaux. Le scrutin proportionnel et le fonctionnement comme ça en coalition. Et surtout, je veux revenir sur ce point entre ces deux pôles qui nous semblent presque pas liables, en fait, complètement à l'opposé, les libéraux et les Verts qui sont fait aussi une campagne, on va dire, son cadeau, qui sont clairement identifiés comme ennemis numéro 1 et qui maintenant se retrouvent dans une coalition. Sven, il va nous en parler plus en détail des mesures, mais pour un homme politique vert français, quand vous avez entendu ça, les attentes envers une transition écologique étaient où au début? Vous avez pensé que rien va bouger et par rapport à ce que vous voyez maintenant, que Sven va encore nous détailler, est-ce que vous étiez agréablement surpris ou plutôt déçu? Sur l'écologie et le climat ou sur quel sujet en fait? Ouais, on arrive justement à notre bloc où on pensait que les libéraux vont beaucoup bloquer. Bon, d'abord, les libéraux ne sont pas nos ennemis. Ils sont des adversaires politiques. C'est une différence. Et dans les systèmes de partis en Allemagne, il y a simplement l'extrême droite qui est insupportable et avec une coopération parlementaire et gouvernementale est impossible. Et tous les autres sont des partis fondamentalement démocratiques. Et voilà, c'est une grande différence et je n'aime pas ce discours des extrêmes parce qu'on a des coalitions avec tous ces partis politiques au niveau des Länder et ce qui est clairement insupportable, c'est toute coopération avec l'extrême droite. Et voilà. Mais sur l'écologie, d'abord, évidemment, dans le contrat, il y a des partis où les idées vertes sont plus fortes, il y a des partis où les idées libéraux sont plus fortes, il y a des partis où les idées social-démocrates sont plus fortes. Sur l'écologie, il y a une empreinte verte très forte, notamment avec la promesse de respecter le 1,5 objectif de transformer notre système énergétique vers les renouvelables, c'est-à-dire d'ici jusqu'au 2030, on va assurer 80% de notre électricité sur des sources renouvelables. Il y a avec les libéraux un consensus de sortir nucléaire comme prévu. Et c'est-à-dire, on peut dire comme ça, comme pendant la première participation verte dans le gouvernement allemand, on a réussi de pousser les renouvelables vers des prix qui sont compétitifs. Mais, et maintenant, avec la deuxième
participation verte au gouvernement allemand national, on va assurer pour la première pays industrialisé un système énergétique sur la base renouvelable tourné vers l'objectif de 100% renouvelable. Et dans le contrat, il y a des mesures précises pour assurer la construction de panneaux solaires, des éoliennes et tous les autres éléments nécessaires pour cette vision-là. Cette vision est malheureusement totalement opposée à la vision Macron en France. On va montrer que la nouvelle compétitivité allemande dans l'industrie est basée sur un vrai système soutenable. Et les renouvelables sont moins chers, ils sont capables d'assurer une approvisionnement énergétique stable et décentralisée. Et c'est très important pour nous. Et c'est le projet principal. Et on a tous les ministères nécessaires en Allemagne et vers l'extérieur assurer que ce projet sera un succès. Non, Romy? Ouais, je coupe le micro pour quand je me mouche, mais c'est vrai que c'est mieux comme ça. Restons sur ce point important, les énergies renouvelables, avant de passer à d'autres aspects de la transition énergétique. Mais c'est vrai que, comme vous le dites bien, c'est une opposition fondamentale avec la France qui va créer, à mon avis, quand même en conflit. Je mets juste une petite parenthèse. J'ai envoyé le lien pour les francophones envers la traduction du contrat de coalition parce qu'on a eu, grâce à Le Grand Continent, une première traduction qui a été publiée. Et le chapitre climat, ça se trouve dans la première partie, je crois, entre pages 30 et 60 environ. Mais quelque chose que moi j'ai remarqué personnellement, c'est que en lisant d'abord les paragraphes sur le climat, on se dit, bah, il manque quand même plein de choses. Et on les trouve, ces choses sur la mobilité, tout aussi dans d'autres paragraphes et aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la politique étrangère, par exemple. Vous dites cette politique climatique est aussi censée d'entrer dans la politique, par exemple, étrangère. Et ce n'est pas étonnant, du coup, que les Verts ont obtenu le ministère des Affaires étrangères. David, cette opposition fondamentale entre vraiment la mise, la focalisation sur les énergies renouvelables et l'annonce d'Emmanuel Macron à vouloir pousser encore plus loin le nucléaire. Qu'est-ce que ça va créer comme tension dans le couple franco-allemand? Ah ben ça, on va voir, mais c'est très saisissant pour moi. Vous avez vraiment là l'ancien monde et une partie du nouveau monde quand même qui s'oppose. Je m'explique. L'ancien monde, c'est l'espèce de pacte faustien, le chantage qui a été fait par Macron à l'Union européenne, de dire, dans votre taxonomie, alors la taxonomie, c'est quoi? La taxonomie, c'est, pour faire vite, c'est les règles européennes, c'est les critères européens pour financer ce qu'on appelle de l'énergie verte, la taxonomie. Et il y a un chantage d'Emmanuel Macron qui a été chercher une alliance absolument insensée, notamment avec les pays de l'Est, pour dire, vous voulez du gaz, moi je veux sauver mon nucléaire, donc je vous soutiens sur votre gaz, et vous me soutenez en échange sur le nucléaire. Et on va faire plier l'Europe pour qu'ils mettent le gaz et le nucléaire dans la taxonomie. Ce qui est évidemment, d'une part, en termes de pratique politique, très discutable, surtout quand on se dit fédéraliste, etc., c'est quand même curieux, et surtout en termes de vision stratégique complètement archaïque. Et là, il y a un vrai paradoxe Macron, qui veut apparaître comme l'homme moderne
l'homme du Nouveau Monde, l'homme qui renouvelle, mais qui a des réflexes économiques, industriels, qui datent des années 70. C'est-à-dire que c'est ça qui est pour moi saisissant. Et donc, il fait ce chantage, et pour l'instant, et je pense que ça va encore être plus fort maintenant, l'Allemagne, avant même la mise en œuvre de la nouvelle coalition, fait partie des pays qui ont signé une lettre pour dire, nous, dans la taxonomie européenne, il n'y a ni gaz, ni nucléaire. Et pourquoi je dis c'est l'ancien monde, ça c'est Macron, et le nouveau monde où, ça a été dit par Sven, en Allemagne, il y a quelque chose quand même qui est innovant, qui, à ma connaissance, n'est jamais arrivé dans aucun grand pays économique du monde, où le ministre du climat est aussi le ministre de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a dans un même ministère, non pas économie et finances, et climat et économie. Ce qui est bien un signal envoyé de dire, ce sont deux choses qui ne sont pas antagonistes, qui ne sont pas contradictoires, mais qui, dans le temps, dans les enjeux du XXIe siècle, doivent marcher ensemble. Et cela est additionné avec, vous l'avez dit, le ministère de l'Environnement, qui est aussi pour les Verts, et des Affaires étrangères, et vous avez raison d'insister là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien, la géopolitique, la diplomatie mondiale est en grande partie guidée par des enjeux et des intérêts liés à l'accession aux ressources nécessaires à notre modèle actuel, qui aujourd'hui, depuis la révolution industrielle, c'est le fossile. Et donc, de la même façon qu'il y a une géopolitique, une diplomatie du fossile, du monde fossile, du monde carbone, il faut inventer une géopolitique, une diplomatie du climat. Et donc, ça veut dire avoir une stratégie qui n'est plus dans la course à l'accaparement des matières premières pour dominer telle autre ou telle autre, mais comment on construit une coopération autour de la sobriété énergétique et de la transition, et du transfert de connaissances qui permettent de le faire et tout ça. Et tout ça fait quelque chose qui est cohérent. Alors bien sûr, les Verts n'ont pas gagné à eux seuls l'élection en Allemagne, donc ils n'ont pas tous les ministères. Donc oui, aux finances, il y a un libéral, donc des fois ça va frotter, mais là, il y a un paquet qui a sa logique et qui me paraît porteur d'opportunités extrêmement importantes. Mais vous avez raison de soulever qu'il y a un fossé, moi qui me rend triste en tant que Français, entre une France qui a du mal, qui reste avec les boulets aux pieds de la prétendue excellence industrielle française du nucléaire, alors qu'on a fait faire faillite à Areva, EDF est endetté à 45 milliards d'euros, enfin bon, je ne vais pas vous faire tout l'argumentaire, mais tout ça est terrible en termes d'emploi, en termes de dette publique, en termes de... Et des pays, dont l'Allemagne, où tout n'est pas parfait, tout n'est pas... mais en clair, l'Allemagne, il y a 15 ans, en gros, Sven me corrigera, mais c'était encore 20% de l'électricité, c'était le nucléaire, et 40 ou 50%, c'était le charbon et la lignite. Là, dans l'accord qui est signé, en une génération, c'est-à-dire en 2030, il n'y aura plus de nucléaire et il n'y aura plus de charbon. Donc, on voit le volontarisme stratégique, après on est d'accord ou pas d'accord, mais au moins il y a une vision, et ce n'est pas une espèce d'inertie où on subit les choses. Donc ça, moi, ça me paraît intéressant. Et en vrai, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Et donc, dans ce moment, moi, je suis très frustré que la France joue un rôle un peu ringard. Non, il ne faut pas aller trop vite, il faut rester quand même sur nos trucs de nucléaire, il ne faut pas aller de l'avant, il ne faut pas... Enfin, vraiment, dans le moment mondial où on est, avec la Chine, les États-Unis, enfin, bon, je ne vais pas être plus long, mais il faut que l'Europe ait une vision et porte une vision spécifique de c'est quoi l'économie au XXIe siècle, c'est quoi la sobriété énergétique, comment on remplace, comment on produit, comment on est autonome et souverain au niveau européen en matière de production énergétique, etc. C'est des questions fondamentales pour l'avenir des gens, pour leurs emplois, pour le climat, bien sûr, mais pour tout ça. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est innovant, qui est particulièrement innovant, même si ça sera compliqué. Je l'ai dit, ce n'est pas que des Verts, même les sociodémocrates, des fois, ils sont ambigus. Donc ça sera un combat, ça sera difficile. Mais au moins, il y a les marqueurs qui me paraissent cohérents. Absolument. Et surtout sur ce combat, Sven Giegold nous a rappelé que ça s'est fait aussi en 2 étapes parce que les Verts ont déjà participé en premier gouvernement sous Gerhard Schröder. Et donc, une petite histoire, quand même, une petite expérience. Et je crois que les Verts français, je m'excuse de le dire, sont loin d'avoir ce même impact. Mais peut-être il y a moyen aussi d'apprendre
des Verts allemands. Peut-être, Sven Giegold, pouvez-vous nous dire un peu cette histoire, quand même, il faut le dire, de succès des Verts par rapport à leur rôle. Et même si Fridays for Future a réagi un peu de manière hésitante envers le contrat de coalition, j'ai vu ce matin la réaction de Louise Neubauer, qui est la représentante connue en Allemagne, et qui disait clairement que ce n'est pas suffisant. Mais il faut dire que le parti des Verts en Allemagne a quand même, comme vous l'avez dit, mis son empreinte dans la politique. Et c'est vrai que sans vous, j'imagine que la sortie du nucléaire aurait peut-être pas parvenu aussi rapidement. Comment vous avez fait et comment vous jugez aujourd'hui ce nouveau monde dont David nous parle? Est-ce que vraiment l'Allemagne a réussi à prendre une nouvelle direction? Bon, d'abord, je dois faire quelques commentaires sur cet fameux sujet de taxonomie. Et il y a eu aussi quelques questions là-dessus dans le chat. Qu'est-ce que c'est le chat en français? Qu'est-ce que vous dites? Chat. Vraiment? Ah non, c'est horrible. Il y a eu des temps où tous les mots étaient francophonés et maintenant le chat, c'est horrible, hein? C'est une perte de civilisation française. Non, j'arrête ici. Bon, non, mais sur la taxonomie, il n'y a rien sur la taxonomie dans le contrat parce qu'on ne parle pas avec notre premier partenaire en Europe par le contrat gouvernemental. C'est pas comment on fait des compromis avec la France. Hein? Et David le sait très bien. On essaie aussi dans les groupes des Verts au Parlement européen de parler d'abord avec nos partenaires français sur les sujets difficiles avant les discussions en groupe. C'est nécessaire et c'est la même chose ici. Mais notre position est claire. Comme ironiquement aussi le marché, les banques, les assurances, il y a une pratique que la finance soutenable exclut ni le nucléaire. Ça marche encore? Ah oui. Ni le nucléaire, ni des énergies fossiles, qui inclut évidemment le gaz fossile. Et le gaz fossile. C'est pourquoi ils font une définition dans la taxonomie qui exclut tout ce que n'est pas soutenable. Mais il est vrai que la position des social-démocrates en Allemagne était de exclure le nucléaire, mais d'inclure le gaz. Ce n'était pas la position des Verts allemands. Notre position est claire. La taxonomie est une méthode de définir ce qu'est la finance verte. La finance verte, aussi en France, est définie dehors toutes les énergies fossiles et dehors nucléaire. Le label français Greenfin exclut le nucléaire et le gaz, et le charbon et le pétrole, et pour des bonnes raisons. Mais malheureusement, le gouvernement Macron essaie de forcer l'Europe vers un standard qui est plus faible que le standard français et le standard défini par les grands acteurs financiers dans le marché. Pourquoi? Et je reviens sur la question, pardon, quel peut être le rôle des Verts français pour justement arrêter ce processus de... Non, pardon, 2 secondes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, aussi les banques françaises utilisent pas des bons, des obligations vertes
pour financer le nucléaire, pour financer le gaz. Non, ils ne font pas. Les banques françaises, les assurances françaises sont plus vertes dans leur pratique que le demande du gouvernement français en Europe. C'est un vrai danger parce que si le standard européen pour la finance verte est moins fort que le standard défini déjà par les participants au marché, le résultat sera clair. Ce standard ne sera pas utilisé et on va renationaliser le standard parce qu'un label européen avec le nucléaire dedans, on ne peut pas vendre en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays en Europe. C'est pourquoi il faut trouver un compromis. À mon avis, le compromis pourrait être autour de l'idée de définir dans la taxonomie pour la finance verte très clairement ce qui est soutenable et ce qui est non soutenable. Mais il faut assurer aussi à tous les pays européens de définir leur propre énergie mix et de le financer. C'est-à-dire la taxonomie ne peut pas définir, par exemple, les aides d'État. Si la France et une majorité des Français décident pour une énergie mix nucléaire en tant que vert, je n'aime pas du tout. Je suis 100% solidaire avec les Verts français et la grande partie de population qui est contre des nouveaux investissements nucléaires. Mais c'est dans le traité la décision du gouvernement français de définir leur énergie mix, comme c'est le cas pour l'Allemagne. C'est-à-dire, si on a la nécessité pour quelques capacités gaz supplémentaires dans la transition énergétique vers les renouvelables en tant que capacité fluctuante de sécurité, il faut être capable de le financer. Mais il ne faut pas nommer le gaz en tant qu'énergie soutenable dans la taxonomie. Et c'est-à-dire il faut le financer dehors de taxonomie. Pour moi, la même clarification serait possible pour le nucléaire. C'est-à-dire, évidemment, si la France décide de financer une forme d'énergie qui n'est pas assurable, qui a besoin de subventions énormes, c'est la décision de la démocratie française. Pour moi, en tant que vert, je trouve pas rationnel, pas économique, pas compétitif, mais c'est une décision souveraine de nos partenaires. Mais il ne faut pas changer la définition de ce qui est soutenable dans le marché financier. Et c'est la lutte des Verts en France de gagner une majorité contre le nucléaire. Ce n'est pas la taxonomie européenne pour décider pour la France leur énergie mix. Et peut-être ça sera une route possible pour un compromis franco-allemand. Justement, David, quand vous entendez que ça peut reposer sur vous et que on a des attentes en Allemagne et on se dit que peut-être les Verts peuvent changer la donne en France, voyez-vous une marge de manœuvre et est-ce que vous avez cet espoir effectivement de pouvoir mener la France plus vers le nouveau monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et sortir de ce dilemme en fait de nucléaire Ça s'appelle la démocratie. En fait, c'est quoi la solution pour c'est de gagner les élections pour nous. Donc c'est ce à quoi on s'attelle. Et vous avez raison de rappeler que dans notre histoire, les Verts allemands ont su trouver plus tôt que nous le chemin, notamment de victoire au niveau national. Mais je rappelle quand même que le mode de scrutin n'est pas le même en Allemagne qu'en France. Ce n'est pas la seule raison, mais d'ailleurs, on le voit en France, quand ce sont des scrutins proportionnels, on fait des meilleurs scores.
Mais je crois que l'écologie politique en France, depuis quelques années, a changé de dimension. C'est bon, le résultat aux européennes, mais ça nous arrivait déjà de faire des bons scores aux européennes, mais c'est aussi notre implantation au municipal, au régional, au départemental. Et on voit bien que voilà, la force politique propulsive dans le paysage politique français aujourd'hui, alternatif au statu quo libéral de Macron ou des droites, c'est plutôt l'écologie, c'est plutôt les Verts. Donc on a devant nous cette responsabilité et de convaincre effectivement que pour l'avenir économique, écologique, social de notre pays, il faut des nouvelles, il faut enfin, j'ai envie de dire, porter des nouvelles technologies, notamment énergétiques, et qui n'est pas le nucléaire, qui est un truc, bon bref. Et la France a pris du retard, y compris sur le renouvelable. C'est scandaleux parce que nous avions, pour le coup, des fleurons industriels qui savaient fabriquer des éoliennes. C'était Alstom, ça a été même Areva qui avait ouvert sa compétence à la fabrication d'éoliennes offshore, et on a tout vendu. On a vendu à Siemens Gamesa d'un côté et à General Electric de l'autre. Et aujourd'hui, on est complètement démunis en matière d'outils industriels pour fabriquer des éoliennes offshore. Il y a une seule éolienne offshore connectée en France. Enfin, c'est complètement... Bref, donc là, il y a un travail de conviction, de dire, en fait, on vous explique depuis des décennies que l'écologie est l'ennemi de l'économie. Or, l'écologie est la pensée politique qui va redonner du sens à notre économie. Et donc, à un moment, il faut faire ces changements, et c'est ça le travail politique qu'on doit mener. Donc oui, on est devant cette responsabilité-là, mais j'ai envie de vous dire, à part voter vert sur les trucs de nucléaire, il n'y a pas 50 000 solutions. Donc à nous d'être suffisamment bons pour y arriver. Pour rebondir sur ce qu'a dit Sven, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe, elle ne peut pas, à la place des Français, décider qu'il faut arrêter le nucléaire. Elle peut dire, attention, vos centrales, vos vieilles centrales aux frontières, nous, on veut que vous les fermiez parce que si elles pètent, ça va nous impacter. Donc ça, d'ailleurs, l'Allemagne le fait, la Belgique le fait, le Luxembourg le fait régulièrement parce que, bon voilà, ça les concerne aussi. Et elle peut dire, écoutez, si vous voulez financer avec votre argent du nucléaire, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Par contre, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez plus les moyens de le financer vous-même, parce que c'est ça la question, et que vous avez besoin de l'argent européen pour prolonger encore vos programmes nucléaires qui ne marchent pas, vous n'allez pas imposer à tout le monde de mettre le nucléaire dans la taxonomie. Ça, ce n'est pas possible. Donc, moi, je serais évidemment... Mais voilà, l'Europe, c'est pas... la France, elle est encore souveraine pour décider comment elle produit son électricité. Si elle fait la bêtise, comme le veut Macron, de persister dans le nucléaire, etc., bon, c'est bien triste, mais c'est notre problème. Mais ça ne doit pas impacter l'Union européenne. Ça ne doit pas impacter ceux qui veulent avancer. Et donc, la taxonomie, elle doit garder ces critères, qui sont des critères quand même assez précis. Je n'ai plus la formulation en tête, mais qui, quand on lit la définition, exclut non seulement tout ce qui est fossile, tout ce qui est carbone, mais exclut aussi le nucléaire parce que c'est une énergie qui produit des déchets. Bon, voilà, donc on peut dire ce qu'on veut, elle produit des déchets qui ont une durée de vie de 4000 générations. Donc c'est quand même très long, 4000 générations. D'accord. Et là, c'est vrai qu'on a parlé d'un sujet où ça va être compliqué pour ce nouveau gouvernement allemand de convaincre la France de suivre son chemin, mais on a d'autres sujets peut-être dont on n'a pas encore parlé. Et c'est vrai que on trouve dans ce contrat Sven-Giegold certains points, par exemple sur l'Allemagne en tant que pays d'immigration. Est-ce que vous voyez d'autres aspects pour lesquels un rapprochement du tandem franco-allemand pourrait être plus facile et sur lesquels l'Allemagne, le nouveau gouvernement, peut peut-être inspirer la France et trouver des points de collaboration? Évidemment, il y a eu des différences de la politique migratoire en France et en Allemagne. Il y a aussi des différences de fond parce que à cause de nos besoins économiques, l'Allemagne a besoin d'une forte immigration. C'est nécessaire
pour stabiliser notre économie, notre système social. Et malheureusement, les chrétiens démocrates en Allemagne, ont eu des difficultés de l'admettre. C'est pourquoi le nouvel gouvernement va suivre une politique active de migration. Ce inclut le droit aux migrants s'ils trouvent et aussi des réfugiés, s'ils trouvent de l'emploi, de rester en Allemagne. C'est très important. C'est un changement pour des dizaines de milliers de familles en Allemagne qui n'ont pas eu un statut stable, de rester en Allemagne, de travailler ici, de s'intégrer. Et là, il y a une politique volontariste du nouvel gouvernement allemand qui est basé sur des convictions éthiques et économiques autour de migration et des réfugiés. Et je suis très fier de ce qu'on a fait dans ce chapitre autour de migration et des réfugiés. Il reste le problème que la situation aux frontières extérieures, on ne peut que régler ensemble. Et ce que l'Europe fait autour des frontières, c'est vraiment un attentat aux valeurs européennes et à la civilisation européenne. Ici aussi, le nouvel gouvernement donne le signal d'une politique volontariste de coopérer avec notre partenaire, de trouver des solutions qui sont basées dans le droit international européen des valeurs humanistes. Je suis choqué du développement des débats dans beaucoup de pays européens. Je suis aussi choqué que quelqu'un avec lequel j'ai travaillé très étroitement comme Michel Barnier a changé position dans le débat français autour de ces questions. Ça me choque et j'espère que ce signal de l'Allemagne vont aider ce que dans tous les partis, dans tous les pays européens, de stabiliser d'une politique de coopération humaniste dans cet aspect de la politique européenne. C'est vraiment un point très, très important et je pense que là-dessus, on va malheureusement, vu la situation, encore avoir des situations assez compliquées. En Europe, je dis juste aux spectateurs qu'il reste quelques petites minutes pour encore poser vos questions et je voudrais passer le sujet encore à David pour savoir, quand vous observez le sujet de l'immigration et de l'intégration aussi en France et vous voyez actuellement... voilà, la situation qui s'adoucit en vue des élections présidentielles l'année prochaine. On voit un Éric Zemmour, on voit une Marine Le Pen qui saute complètement, qui surfe sur la vague d'un discours d'extrême droite. Et on voit un Macron qui, pendant la crise avec l'Afghanistan, nous a tout de suite alerté sur les flux irréguliers des migrants. Qu'est-ce que ça évoque chez vous d'entendre tout ça? C'est ce dont on est en train de parler, c'est la menace majeure qui pèse sur l'Union européenne et sur l'Europe. On voit ressurgir voilà, des thématiques, des récits politiques, un imaginaire politique qui rappelle évidemment des mauvais souvenirs et qui est en train de se répandre partout en Europe, partout. L'Allemagne résiste. On n'a plus assez de temps, mais je pense qu'il y aura une réflexion à avoir sur le travail de mémoire qui a été fait dans les différents pays après la Deuxième Guerre mondiale. Les pays où ce travail a été fait
ceux dans lesquels il y a eu un déni et il n'a pas été fait. Et je pense qu'il y a un effet très direct sur la résurgence de ce qu'était une certaine droite européenne qui a toujours existé. En France, c'est la droite maurassienne. En Italie, c'est la droite fasciste, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est en train de ressurgir avec énormément de force. Et donc ça, c'est une vraie menace. Et dans cette situation, la France et le président de la République française n'est pas à la hauteur. Parce qu'il y a ce qui s'est passé, mais encore cette nuit, la nuit dernière, dans la Manche, où il y a plus de 35 migrants qui se sont noyés, qui sont morts. En essayant de rejoindre la Grande-Bretagne, mais où la France traite le sujet des migrants à Calais en faisant des trous, en lacérant les tentes, en confisquant les affaires des gens, les jouets des enfants, les mettre dans des décharges, où les migrants et leurs enfants essaient de retrouver les peluches. Enfin, c'est ça que la France fait aujourd'hui, et qui verse ensuite des larmes de crocodile. Et donc, moi, ma conviction dans cette affaire, c'est que la question fondamentale, ce qui nous définit en tant qu'Européens et en tant qu'Union européenne, ce ne sont pas nos frontières, ce sont nos valeurs. Et qu'au nom d'une vision fantasmée de ce que sont nos frontières, on est en train d'abandonner nos valeurs. Et dans ce contrat de coalition en Allemagne, on est obligé de noter qu'il y a une résistance à cette tendance terrible de renoncer à nos valeurs. C'est ce qu'a décrit Sven, mais c'est aussi sur d'autres sujets autres que la migration, sur le refus de la vidéosurveillance et de la biométrie. Partout dans le monde, il y a un mouvement pour, au nom d'une promesse de sécurité, de nous demander de renoncer à nos libertés, à nos droits fondamentaux. Et quand vous êtes une civilisation et une puissance importante qu'est l'Europe, et que vous commencez à renoncer sur les droits fondamentaux, sur les droits humains, sur les grandes valeurs, c'est le début de la fin. C'est-à-dire qu'après, tout s'emballe, tout s'embrase. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Et ce qui est vraiment intéressant avec deux campagnes qui sont quasiment concomitantes dans les deux principaux pays européens, l'Allemagne et la France, encore une fois, vous avez un pays, l'Allemagne, que je ne veux pas idéaliser. En plus, ça n'a pas forcément bonne presse en France quand on le fait auprès de l'opinion, mais qui, on l'a vu sur l'énergie, sur la vision économique. Et là, sur la question des valeurs, même avec des divergences de partis, même avec une coalition à trois, et au niveau fédéral, c'est la première fois qu'il y a une coalition à trois, c'est plus difficile que quand c'est une coalition à deux, sur ces valeurs-là, ça tient. Et ça se tourne vers l'avenir. Comment on résout concrètement les problèmes? Comment, d'une façon très pragmatique, on appréhende ces sujets-là sans d'idéologie raciste ou quoi, sans préjugés ou quoi, comment on traite les sujets. Et en France, où j'ai l'impression qu'on a perdu tout repère, où là, il y a, et on perd tout repère parce qu'il y a une extrême droite en France aujourd'hui qui a 35% dans les sondages. Si vous additionnez Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, c'est 35%. C'est plus, c'est autant qu'en Italie. Voilà, c'est ça qui est en train de nous arriver en France. Avec, comme l'a dit Sven, un parti de droite en principe républicain qui est en train de faire sa primaire, qui dérive complètement sur l'extrême droite. Donc, aux 35%, vous pouvez quasiment ajouter 12%. C'est ça qui se passe aujourd'hui en France. C'est la responsabilité des partis humanistes, et donc, pour ce qui nous concerne des Verts, c'est de tenir bon sur les valeurs. C'est de tenir bon sur les valeurs. Parce que moi, je ne crois pas que ça soit une fatalité, que dans la crise économique, dans la crise actuelle qu'on traverse, ce n'est pas une fatalité que les peuples s'abandonnent à la haine de l'autre, au refus de l'autre et au déclin. Ce n'est pas une fatalité. Il y a une autre histoire possible qui peut être portée, et donc pour ça, il faut la dire. Donc nous, et Yannick Jadot l'a fait très clairement dans les plusieurs émissions récentes où il était interrogé sur la question des migrants, ben voilà, il a tenu ce cap-là. Donc je ne sais pas électoralement, mais en fait, il y a besoin de repères clairs. Dans ce moment de déperdition politique, il y a besoin de repères moraux, éthiques, de valeurs qui soient extrêmement clairs et portés. Et il y a une partie de la traduction de cela dans cet accord de coalition. Donc c'est à la fois rassurant, parce qu'en Allemagne, ça tient, mais inquiétant, parce qu'il y a à peu près, enfin, il n'y a qu'en Allemagne que ça tient. Ailleurs, c'est la menace qui guette. C'est presque un très joli mot de la fin, et c'est vrai qu'on s'approche justement à la fin de notre webinaire, mais je vais laisser la dernière petite minute à Sven pour nous dire
ce que dans le meilleur des cas, ce va se passer pendant les 4 ans à venir. Mais avant, sans mot de fin, je vais vous rappeler juste que on sait qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. N'hésitez pas à nous les transmettre sur d'autres biais comme Twitter, à suivre les intervenants sur Instagram, Facebook, Twitter, là où vous les trouvez. Même moi, pour des futurs événements franco-allemands, et bien évidemment la Böll Stiftung, la Fondation Böll en France, à leur donner aussi un retour sur cet événement et vos souhaits de sujets, par exemple, pour des futurs événements. Je remercie déjà la Fondation Böll d'avoir organisé si rapidement ce webinaire en réaction de la formation du nouveau gouvernement allemand. Je remercie énormément David Corman et Sven Giegold de leur participation et aussi vous, spectateurs, de votre compréhension. On a essayé de faire de notre mieux aussi de se moucher tout en silence. Sven, maintenant, pour le petit mot de fin, est-ce que vous êtes conscient, on n'a pas du tout parlé du Covid, c'est la première crise à laquelle le nouveau gouvernement sera confronté, mais une fois, espérons-le, surmonter cette crise, les prochains 4 ans, est-ce qu'on va vivre un nouveau départ? Bon, pour une vraie discussion Corona, à la fin, je trouve vraiment difficile parce que le départ des nouvelles majorités était très difficile en Allemagne là-dessus. Il y a eu des différences de position. Il y a aussi des avantages et des désavantages de fédéralisme en Allemagne. Clairement, les Corona a montré brutalement les limites du fédéralisme en Allemagne parce que il y a eu même au moment de grandes crises, il y a eu des grandes discussions symboliques autour de bases législation. En même temps, au niveau de communes et des Länder, ce qui était possible légalement n'était pas pris. Et là, il y a beaucoup de manque de clarté, de management des crises. C'est pourquoi on a maintenant une nouvelle commission de coordination entre les Länder et l'État fédéral. Et voilà, la crise est vraiment horrible et il faut agir avec vigilance et force de sortir de cette 4e vague Corona en Allemagne. Et voilà, mais le départ de nouvelles majorités était vraiment difficile. Mais ce que j'aimerais dire à la fin, il y a eu une remarque sur la PAC et un des grands succès dans le contrat était de dire l'Allemagne va appliquer le PAC dans sa capacité de l'implémentation nationale vers la biodiversité et c'est-à-dire et le climat. Et là, à mon avis, il y a une nouvelle PAC. Le remarque dans le chat, il n'y a pas une nouvelle PAC, c'est juste au niveau européen. La base de PAC est plus ou moins le même que l'ancien PAC. Mais il y a une nouvelle ouverture pour les États nationaux de définir leurs propres règles dans le PAC. Et c'est pourquoi, pour nous, en tant que Verts, c'était très important de définir dans une nouvelle façon comment on utilise le moyen de PAC en Allemagne. Et les Verts français, ils ont la même chance en France d'utiliser cet nouvel espace. Allez-y. Cet nouvel espace politique pour une politique pour la biodiversité, le climat et le paysan dans le PAC. Et à la fin,
il faut agir avec force de trouver un compromis avec le gouvernement français autour de ce conflit de taxonomie, parce que directement, après l'élection de Scholz, j'attends avec des grands attentes le première rencontre avec le président Macron. Et cette première rencontre doit être le début d'une politique volontariste pour réformer l'Union européenne, pour plus de démocratie, plus de soutenabilité, plus de souveraineté d'agir. Et c'est pourquoi il ne faut pas polluer cette première réunion avec un conflit nucléaire. Il faut sortir de ce conflit et utiliser cette première rencontre pour une nouvelle dynamique européenne. Et c'est notre responsabilité en ce moment. Très bien. On l'attend effectivement avec impatience, cette première rencontre franco-allemande, et espérons qu'il y aura, comme vous dites, une dynamique. Les défis sont immenses, les difficultés aussi, on l'a mentionné, espérons que la crise de Covid sera bientôt finie pour qu'on puisse se concentrer sur les avancées qui sont visibles dans le contrat. Je vous souhaite vraiment bonne continuation au niveau européen ensemble avec votre collaboration, et on espère vraiment que le nouveau gouvernement allemand va pouvoir inspirer sur plusieurs points la France et le tandem franco-allemand. Merci beaucoup pour la participation. À très vite, et très, très bonne journée à tout le monde.